Il y a un nom que le XXe siècle n'a pas pu enterrer complètement. Un nom qui provoque de l'inconfort, de la fascination et de la terreur dans le même souffle. L'historien Ian Kershaw a consacré 30 ans de sa vie à étudier cet homme, produisant la biographie la plus exhaustive jamais écrite sur lui. 2 volumes, plus de 2000 pages, basés sur une quantité de sources primaires qu'aucun biographe précédent n'avait réunies. Et pourtant Kershaw a admis qu'il y a des choses qu'on ne peut simplement pas savoir. Il y a des trous dans le registre historique qui ne sont pas accidentels. Certains documents ont disparu. D'autres ont été détruits délibérément. Et il y a des aspects de l'esprit et du corps d'Hitler que la médecine, la psychiatrie et la génétique moderne ont entouré sans réussir à pénétrer complètement. Le 7 juin 1837, dans une petite ferme du village de Strauns, dans la région de Waldviertel au nord-ouest de Vienne, une femme célibataire de 42 ans nommée Maria Anna Schicklgruber a donné naissance à un enfant illégitime. L'espace pour le nom du père sur le certificat de baptême est resté vide. Le prêtre a écrit un seul mot, illégitime. Cet enfant s'est appelé Alois Schicklgruber. Il a été le père d'Adolf Hitler, et l'identité de son père biologique n'a jamais été établie avec certitude. Pendant des décennies, cette case vide dans le registre paroissial de Döllersheim a été l'un des secrets les plus inconfortables du Troisième Reich. Hitler n'a jamais su avec certitude qui était son grand-père biologique. Son père ne le savait pas non plus. Et les historiens qui ont traqué l'affaire pendant 80 ans ne sont pas non plus parvenus à une conclusion définitive, bien qu'ils aient écarté plusieurs candidats avec suffisamment de preuves. Il y a 3 candidats principaux que l'historiographie a examinés. Le premier est Johann Georg Hiedler, un fermier errant de la région de Waldviertel qui a épousé Maria Anna Schicklgruber en 1842, 5 ans après la naissance d'Alois, sans avoir jamais reconnu l'enfant de son vivant. Il est mort en 1857 sans avoir signé aucun document de paternité. Le deuxième candidat est Johann Nepomuk Huttler, frère cadet de Georg et par conséquent beau-frère de Maria Anna, qui dans les années suivantes a pris Alois sous sa protection et lui a laissé une partie significative de ses économies en héritage. Le troisième est un homme nommé Leopold Frankenberger, soi-disant juif, résidant à Graz, dont l'existence en tant que candidat a été proposée par Hans Frank lui-même, le gouverneur général nazi de Pologne, lors des procès de Nuremberg en 1945. Cette troisième hypothèse a été celle qui a eu le plus de retentissement public pendant des décennies, mais les historiens modernes l'ont démontée systématiquement. Les Juifs avaient été expulsés de Styrie, la région où se trouve Graz, au XVe siècle et n'ont pas été autorisés à y revenir avant les années 1860, plusieurs décennies après la naissance d'Alois en 1837. La recherche documentaire d'un Frankenberger dans les archives de Graz de la période correspondante n'a produit aucun résultat. La conclusion de l'historien Ian Kershaw est directe. L'histoire de Frankenberger est une invention, probablement construite par Frank pour son propre bénéfice politique au moment où il tentait de négocier sa situation à Nuremberg. Mais la question sur le véritable père biologique d'Alois reste ouverte. Ce qui s'est produit, et ceci est documenté, c'est qu'en 1876, alors qu'Alois avait déjà 39 ans et était un fonctionnaire des douanes établi, il s'est présenté devant un curé à Döllersheim avec 3 témoins et a déclaré sous serment que son père avait été le défunt Johann Georg Hiedler. Les 3 témoins ont signé une déclaration jurée. Le prêtre, de manière irrégulière du point de vue canonique, a modifié l'acte de naissance d'un homme qui portait un autre nom de famille depuis près de 40 ans. Et de cette manière, Alois Schicklgruber est devenu légalement Alois Hitler. Le problème juridique et historique est évident. Johann Georg Hiedler était mort depuis 20 ans et n'avait jamais signé aucune reconnaissance de paternité de son vivant. Pourquoi Johann Nepomuk Huttler a-t-il fait pression pour ce changement précisément en 1876?
L'historien Werner Maser a trouvé des documents indiquant que cette même année, l'administrateur du domaine de la mer d'Alois lui a transféré 230 florins. Certains chercheurs suggèrent que la manœuvre était une combinaison d'héritage en attente et de besoin familial. D'autres proposent que le véritable père biologique d'Alois était Nepomuk lui-même, qui avait pris soin de l'enfant pendant des années pendant que Georg errait, et que la déclaration de 1876 était un moyen de légaliser le nom de famille sans révéler toute la vérité. L'orthographe même du nom de famille est un mystère mineur mais symptomatique. Le nom de famille qu'Alois a adopté légalement a été Hitler et non Hiedler, qui était le nom de famille du beau-père déclaré. Personne ne sait qui a pris cette décision ni pourquoi. Les documents officiels du gouvernement à Mistelbach, en 1877, ont formalisé le changement avec cette graphie. D'autres variantes existantes dans la région incluent Hüttler, Hitler et Hitler. Le nom final a été, dans une certaine mesure, aléatoire. Ce que cela signifie en termes historiques, c'est qu'Adolf Hitler a passé sa vie conscient que l'identité de son grand-père était un mystère. Lorsque Hans Frank a enquêté sur l'affaire sur ordre d'Hitler lui-même, qui en 1930 avait reçu une lettre d'un parent insinuant une possible ascendance juive et craignait d'être chanté, l'avocat nazi n'a pas pu clore le dossier. La clause qu'Hitler a insérée dans les lois de Nuremberg de 1935, interdisant aux Juifs d'embaucher des servantes allemandes de moins de 45 ans, a été interprétée par plusieurs historiens comme une tentative de s'assurer que le scandale familial de Maria Anna Schicklgruber, qui a conçu Alois alors qu'elle travaillait comme servante et avait 41 ans, ne puisse pas se répéter avec d'autres Juifs. L'analyse d'ADN de 2025, réalisée par la généticienne Turi King pour le documentaire Hitler's DNA, Blueprint of a Dictator, diffusé par Channel 4, a identifié dans des restes de sang attribués à Hitler une mutation dans le gène PROK2, associé au syndrome de Kallmann. Mais sur l'identité du grand-père, l'ADN n'a pas pu se prononcer. Il n'existe pas de matériel génétique des candidats auxquels le comparer. La case de l'acte de baptême d'Alois Schicklgruber, métaphoriquement parlant, reste en blanc 80 ans après la fin du Troisième Reich. Adolf Hitler lui-même a essayé de l'expliquer. Dans Mein Kampf, publié en 2 parties en 1925 et 1926, la première dictée à Rudolf Hess, alors qu'il purgeait une peine dans la prison de Landsberg pour le putsch raté de la brasserie de novembre 1923, il a décrit sa conversion à l'antisémitisme comme le résultat d'une révélation lente et douloureuse pendant ses années à Vienne, entre 1908 et 1913. Il a affirmé qu'il était arrivé dans cette ville sans préjugés significatifs et que c'est le contact avec la réalité de la capitale impériale qui lui a ouvert les yeux sur la menace juive. Mais la plupart des historiens, y compris Ian Kershaw, ont conclu que ce récit a été construit rétrospectivement dans des buts politiques clairs. Ce qui rend ce mystère véritablement perturbant, ce sont les preuves contraires au récit officiel. Alors que Hitler développait soi-disant sa haine des Juifs à Vienne, l'un de ses clients les plus fidèles et réguliers était un commerçant juif nommé Samuel Morgenstern, qui achetait ses aquarelles des bâtiments viennois et les revendait à des avocats et des entrepreneurs, la plupart également juifs. Et le médecin qui a traité sa mère, Clara Pölzl, pendant son agonie due à un cancer du sein en 1907, le docteur Edward Bloch, était juif. Bloch lui a administré de l'iodoforme, un antiseptique d'application douloureuse et à l'odeur pénétrante, le seul disponible à ce stade avancé de la maladie pendant des semaines. Hitler lui a voué de la gratitude toute sa vie. Lorsque les nazis ont occupé l'Autriche en mars 1938, le Führer s'est personnellement assuré que Bloch et sa femme soient exemptés des lois antisémites et puissent émigrer sans représailles, un bénéfice qui leur a permis d'arriver aux États-Unis en 1940. Cela contraste violemment avec le tableau qu'Hitler lui-même a construit de ces années viennoises.
son ami de jeunesse August Kubizek, qui a partagé une chambre avec lui pendant un certain temps à Vienne et a laissé ses mémoires des décennies plus tard, a écrit qu'à cette époque déjà, la haine d'Hitler contre les Juifs était virulente et totalement formée. Mais Kubizek décrit également comment Hitler fréquentait des cafés et des cercles culturels où la moitié des personnes présentes étaient juives, sans qu'il y ait apparemment de tension. L'encyclopédie du musée de l'Holocauste de Washington conclut que les preuves matérielles de la vie d'Hitler à Vienne ne confirment pas un antisémitisme actif pendant ces années-là. Les preuves indiquant qu'il a adopté une idéologie antisémitique intégrale pointent vers une période postérieure à 1918. L'hypothèse la plus acceptée aujourd'hui situe le durcissement définitif non pas à Vienne, mais au moment de la défaite allemande. Le 9 novembre 1918, alors qu'Hitler se rétablissait à l'hôpital militaire de Passwalk, aveuglé par le gaz moutarde, il a appris la nouvelle de l'abdication du Kaiser et la reddition. Selon ses propres termes dans Mein Kampf, ses yeux se sont à nouveau assombris. Il a alors embrassé avec fanatisme la Dolchstoßlegende, la légende du coup de poignard dans le dos. L'Allemagne n'avait pas perdu sur le champ de bataille, mais avait été trahie de l'intérieur par des juifs et des marxistes. Ce récit, qui n'avait aucune base factuelle mais possédait une puissance émotionnelle énorme pour les millions d'Allemands qui ne pouvaient pas traiter la défaite, a été l'échafaudage idéologique sur lequel Hitler a construit toute sa carrière politique ultérieure. Deux hommes politiques autrichiens ont influencé de manière documentée sa pensée. Le premier est Georg Ritter von Schönerer, un nationaliste allemand qui soutenait que les régions de langue allemande d'Autriche-Hongrie devaient rejoindre l'Empire allemand et que les Juifs ne pouvaient pas être des citoyens allemands à part entière. Le second est Karl Lueger, maire de Vienne entre 1897 et sa mort en 1910, qui pratiquait un antisémitisme populiste et pragmatique. Il a été jusqu'à dire « c'est moi qui décide qui est juif », capable de mobiliser les classes moyennes et populaires viennoises avec une rhétorique anti-juive, tout en entretenant des relations personnelles avec des juifs quand cela l'arrangeait. Hitler, dans Mein Kampf, a qualifié Lueger de plus grand maire allemand de tous les temps et a fait de son style le modèle de sa propre carrière politique ultérieure. Mais le véritable déclencheur de l'antisémitisme en tant que projet politique total, le moment où il est passé d'un ensemble diffus de préjugés à l'axe de toute sa vision du monde, reste, du point de vue de l'historiographie, impossible à dater avec précision. La maison d'Anne Frank à Amsterdam le formule directement dans sa documentation publique. L'origine de la haine d'Hitler contre les Juifs est inconnue. Cette phrase, produite par l'institution la plus dédiée au monde à l'étude de l'Holocauste, est en soi un mystère historique de première grandeur. Le dossier médical d'Hitler correspondant à son hospitalisation à Passwalk entre octobre et novembre 1918, qui pourrait révéler ce qui s'est passé dans son esprit pendant ces semaines cruciales, a été déclaré perdu à la fin des années 20 et n'a jamais réapparu. Sa disparition spécifique, à la période où Hitler accédait au pouvoir et avait des raisons de ne pas vouloir que quiconque sache comment il avait été traité sur le plan psychiatrique, est une circonstance que les historiens soulignent sans pouvoir rien prouver. Le 14 octobre 1918, le caporal Adolf Hitler, estafette du 16e régiment d'infanterie de Bavière, a été touché avec plusieurs camarades par un nuage de gaz moutarde dans la zone de Wervik, en Belgique, lors d'une bataille défensive sur le front de Flandre. Aveugle, il est revenu en se traînant au camp allemand avec ses camarades, eux aussi sans vision. Les autres soldats touchés ont été envoyés dans des hôpitaux militaires proches pour un traitement ophtalmologique conventionnel. Hitler a été transféré à près de 800 km de là, à l'hôpital militaire de réserve de Passwalk, en Poméranie, parce que les médecins qui l'ont examiné initialement ont conclu que sa cécité était partiellement ou totalement psychosomatique. Le diagnostic a été hystérie psychopathique.
Dans le langage médical de l'époque, cela signifiait que Hitler souffrait de ce que nous appellerions aujourd'hui un trouble de conversion, des symptômes physiques réels. Cécité fonctionnelle dans ce cas, produit par un mécanisme psychologique, sans dommage organique identifiable dans les yeux. La revue de recherche European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience a publié des fragments du dossier médical du patient correspondant qui confirment ce diagnostic et situe l'hospitalisation le 14 octobre 1918. À Pacewalk, Hitler a été pris en charge par le neurophysiologiste et psychiatre Edmund Forster, spécialisé précisément dans ce qu'on appelait les troubles hystériques de guerre. Forster était connu pour sa théorie selon laquelle les soldats atteints d'hystérie de guerre étaient en réalité des lâches qui simulaient ou amplifiaient leurs symptômes pour échapper au front, et il les traitait avec ce qu'il appelait le « love test » ou « amour ferme », confrontation directe, techniques de suggestion et, dans certains cas, hypnose. Le 9 novembre 1918, alors qu'Hitler était alité à Pacewalk, la nouvelle de l'abdication du Kaiser et de l'armistice est arrivée à l'hôpital. Selon son récit dans Mein Kampf, en apprenant la nouvelle, ses yeux se sont à nouveau assombris, il a subi une rechute. Mais le 19 novembre 1918, 36 jours après son admission, il a été sorti de l'hôpital complètement guéri. La question que les historiens se posent depuis des décennies est: qu'a fait exactement Forster avec Hitler pendant ces semaines pour produire aussi bien la première guérison que la seconde? Le psychohistorien Rudolf Binion a publié dans la revue History of Childhood Quarterly une hypothèse qui a eu un large écho. Forster, en employant des techniques d'hypnose suggestive, pourrait avoir délibérément induit chez Hitler une mission messianique, l'idée qu'il avait un destin spécial, que l'Allemagne avait besoin de lui, qu'il était une figure providentielle, comme mécanisme thérapeutique pour lui rendre la vue. Selon ses propres termes, la méthode de Forster consistait à créer chez le patient une mission plus grande que ses symptômes. Pour un homme comme Hitler, artiste raté, sans famille, sans emploi, sans perspective, cette mission aurait pu être cliniquement efficace et politiquement catastrophique. L'écrivain médical Ernst Weiss a reçu des informations confidentielles sur le cas directement de Forster à Paris en 1933, peu après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, et les a utilisées comme base pour un roman intitulé Der Augenzeuge, le témoin oculaire, publié à titre posthume en 1963. Le roman reconstruit de manière fictive le traitement d'un caporal autrichien à Pacewalk avec des techniques hypnotiques qui lui induisent des croyances messianiques. Edmund Forster est mort en septembre 1933, 8 mois après la prise de fonction d'Hitler comme chancelier, dans des circonstances que plusieurs sources décrivent comme un suicide, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une enquête. Ernst Weiss s'est également suicidé en 1940 à Paris, lorsque les troupes allemandes ont occupé la ville. La Gestapo a assassiné plusieurs autres personnes qui avaient eu accès au dossier médical d'Hitler à Pacewalk. La recherche publiée dans la Revista Pesquisa FAPESP par des universitaires brésiliens ajoute un autre angle. Les camarades d'Hitler qui ont subi la même attaque au gaz à Wervik ont été traités dans des hôpitaux conventionnels et ont retrouvé la vue en quelques jours. Seul Hitler a été envoyé à Pacewalk et seul Hitler a subi la mystérieuse rechute en recevant la nouvelle de l'armistice. Ce que cela suggère, sans qu'on puisse le prouver, c'est que la cécité d'Hitler avait une composante psychologique dominante dès le début et que le traitement de Forster, quel qu'il ait été exactement, a produit des effets allant bien au-delà du cas clinique. Que la cécité ait été complètement psychosomatique, partiellement organique, que la guérison ait inclus de l'hypnose à contenu messianique, ou que tout ait été une combinaison de récupération naturelle et de suggestion fortuite est quelque chose que la science médicale ne peut pas déterminer car le dossier de Pacewalk n'existe pas. Et c'est là que réside le véritable mystère.
non pas dans ce qui s'est produit, mais dans le fait que quelqu'un s'est assuré que nous ne puissions jamais le savoir. À l'automne 1907, un jeune homme de 18 ans aux mains souillées d'aquarelle s'est présenté à l'examen d'entrée de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, convaincu, selon ses propres termes des années plus tard, que son admission n'était qu'une formalité. Ce jeune homme était Adolf Hitler, et le comité d'admission a déterminé que ses dessins présentaient une insuffisance dans la représentation des têtes et que l'ensemble de l'épreuve était médiocre. Il a été refusé. Il est revenu à l'automne 1908 avec une technique plus travaillée. Il a été refusé à nouveau, cette fois avec une note dans le rapport d'évaluation qui disait « échantillon de dessins insuffisant » et avertissait que les dessins de tête sont rares et le reste de l'épreuve était médiocre. Il lui a été interdit de se présenter à nouveau. Le directeur de l'établissement lui a suggéré de tenter la carrière d'architecture car ses représentations de bâtiments montraient une certaine précision technique. Mais sans le dossier académique requis, Hitler avait abandonné l'école à 16 ans en ne réussissant que la matière du dessin, cette porte était également fermée. Au cours des 5 années suivantes, entre 1908 et 1913, Hitler a erré dans Vienne dans une situation de semi-indigence croissante. Il a dormi dans des foyers pour sans-abri dans le quartier de Meidling. Il a mangé dans des soupes populaires. Il a vendu des aquarelles de bâtiments viennois à des encadreurs et des touristes, parfois par l'intermédiaire de Reinhold Hanisch, un homme qui est devenu brièvement son agent informel et avec qui il a eu ensuite un litige juridique. Il a produit plus de 1000 œuvres au cours de cette période, selon les calculs les plus acceptés. La plupart représentaient des bâtiments et des paysages, avec une absence notable de figures humaines. L'Académie avait signalé exactement cela. Les dessins de tête sont rares. Hitler était incapable de représenter des personnes avec conviction. Le principal acheteur de ces aquarelles était Samuel Morgenstern, un commerçant juif qui lui payait des prix justes et le mettait en contact avec un réseau de clients. La plupart de ces clients étaient également juifs, des avocats, des médecins, des commerçants du centre de Vienne qui décoraient leur cabinet de scène de la ville. Alors qu'il construisait dans sa tête un récit d'oppression juive, le jeune Hitler subsistait économiquement grâce à des acheteurs juifs. Cette paradoxe biographique, qui figure dans les archives même de l'Académie, dans les registres de Morgenstern et dans les mémoires de Hanisch, n'a été expliquée de manière satisfaisante par aucune analyse psychologique. Les peintures d'Hitler sont vendues aux enchères internationales depuis les années 90 pour des dizaines de milliers d'euros chacune. En avril 2009, une série d'aquarelles a été mise aux enchères par la maison Auction Team Breaker à Cologne pour des prix allant de 10 000 à 45 000 euros par œuvre. D'autres pièces sont entre les mains du gouvernement des États-Unis, confisquées après la guerre. L'évaluation artistique de son travail a été constamment la même. Correction technique dans la représentation architecturale, absence totale de vie intérieure, froid et impersonnel. Un critique d'art allemand a résumé qu'en parlant des peintures d'Hitler, « Les bâtiments sont parfaits, mais les rues sont vides. Personne ne vit dans le monde qu'il peignait. » Derrière l'un de ces tableaux, découvert lors d'une recherche d'archives, sont apparus plusieurs dessins signés des initiales AH qui représentaient des personnages de Walt Disney, plusieurs nains et Pinocchio. Cette découverte, rendue publique au début des années 2000, reste une source d'analyse sur sa psychologie. L'homme qui tenterait de détruire la civilisation européenne griffonnait des personnages de contes au verso de ses peintures. Mais le mystère central n'est pas artistique, mais historico-contrefactuel. Quelle part de ce qui s'est produit ensuite a un lien direct avec ce refus? L'Académie des Beaux-Arts de Vienne comptait dans son jury d'admission de 1907 et 1908 plusieurs professeurs d'origine juive. Hitler a cru, et affirmé à plusieurs reprises, que ce sont eux qui l'avaient refusé pour des raisons d'origine plus que de talent. Cette conviction, bien qu'historiquement non démontrable, a fait partie de l'échafaudage émotionnel de son antisémitisme ultérieur. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1933, il a ordonné aux SS d'assassiner plusieurs membres du tribunal qui l'avaient refusé des décennies plus tôt, selon des récits recueillis dans les témoignages de survivants et dans l'œuvre de l'historien John Toland.
Ces exécutions n'ont jamais été documentées de façon officielle. La question à laquelle personne ne peut répondre est de savoir si l'histoire de la première moitié du XXe siècle aurait été différente si un comité de professeurs viennois avait vu quelque chose de différent dans ces aquarelles de bâtiments. Il y a quelque chose de perturbant à penser que le destin de dizaines de millions de personnes a pu dépendre, en partie, de l'opinion d'un groupe d'évaluateurs sur le coup de crayon d'un jeune Autrichien. En avril 1945, Adolf Hitler prenait 28 pilules par jour, en plus des injections. Le docteur Theodor Morell, né en 1886 à Trey-Münzenberg, en Hesse, était un médecin de famille de la haute société berlinoise lorsqu'il a été présenté à Hitler en 1936 par l'intermédiaire du photographe officiel du parti Heinrich Hoffmann. Le Führer souffrait alors d'eczéma cutané sévère et de problèmes gastro-intestinaux chroniques. Morell lui a prescrit du Mutaflor, une préparation de bactéries intestinales qui a soulagé les symptômes en quelques semaines. La loyauté d'Hitler envers ce médecin, à partir de ce moment et jusqu'au 22 avril 1945, a été absolue et inébranlable, même lorsque les généraux de son état-major insinuaient, jamais avec suffisamment de clarté, que le médecin pourrait être en train de l'empoisonner lentement. Le journal médical que Morell tenait sur les substances administrées à Hitler a été capturé par les forces alliées et a été étudié par des pharmacologues et des historiens pendant des décennies. La liste est cliniquement extraordinaire. De la cocaïne en gouttes pour les yeux, prescrite officiellement pour traiter une irritation oculaire, administrée avec une régularité qu'aucun ophtalmologue ne considérerait comme acceptable, du Pervitin, la méthamphétamine que la Wehrmacht fournissait à ses soldats sous le nom commercial de chocolat du char pour les maintenir en éveil pendant des opérations prolongées, de l'eucodal, un opiacé synthétique de haute puissance, l'oxycodone de l'époque, chimiquement similaire à l'héroïne, de l'extrait de sperme de taureau, administré soi-disant comme stimulant hormonal, de la strychnine à faible dose, présentée comme tonique, des vitamines en grande quantité, de la glucose intraveineuse, de la testostérone, de l'œstradiol, des corticoïdes, des barbituriques et des dizaines de préparations propriétaires de Morell, dont beaucoup d'ingrédients exacts n'ont jamais été identifiés parce que le médecin refusait de les révéler. Le journaliste et écrivain Norman Ohler, dans son livre « L'extase totale », le Troisième Reich sous drogue, 2016, soutient que la dépendance d'Hitler à ces substances, particulièrement à l'eucodal et au pervitin, a été déterminante dans son comportement au cours des dernières années de la guerre. Il affirme que les décisions les plus irrationnelles de la période 1943 à 1945, le refus d'autoriser la retraite de la 6e armée à Stalingrad, le rejet des plans d'armistice, la conviction que des armées inexistantes pouvaient sauver Berlin, se sont produites pendant des périodes de forte médication ou dans des phases de syndrome de sevrage lorsque les bombardements alliés sur les usines pharmaceutiques allemandes interrompaient l'approvisionnement. Le psychiatre Leonard L. Heston de l'Université du Minnesota, dans son livre « The Medical Casebook of Adolf Hitler » 1980, s'est montré plus prudent. Il a documenté qu'Hitler consommait des amphétamines dans des quantités pouvant produire de la paranoïa et des délires, mais il a souligné que le lien de causalité entre la médication et les décisions politiques ne peut pas être établi de manière clinique rétrospective. Ce qui est documenté et ne possède pas d'explication satisfaisante, c'est la source de certains médicaments. Après l'attentat du 20 juillet 1944, lorsque le colonel Klaus von Stauffenberg a placé une mallette explosive sous la table de conférence de la tanière du Loup à Rastenburg, en Prusse orientale, blessant Hitler aux 2 bras, au nez et au tympan. Morell a traité le Führer avec de la pénicilline topique.
L'antibiotique, découvert par Alexander Fleming en 1928 et produit en masse par les Alliés depuis 1943, avait à peine été introduit à titre expérimental sur le front par l'armée américaine. L'Allemagne ne la fabriquait pas en quantité pour un usage clinique. Lorsque des agents des services de renseignement américains ont interrogé Morel après la guerre pour savoir où il avait obtenu de la pénicilline, le médecin a affirmé ne pas connaître du tout le médicament. Ses interlocuteurs lui ont montré les registres de son propre journal. Il n'a pas pu l'expliquer. Le journaliste Eric Frattini, dans son livre El Paciente A, 2025, basé sur une analyse détaillée des journaux de Morel, affirme que le dossier médical d'Hitler était celui d'un hypocondriaque sévère soumis à un traitement qui l'a transformé progressivement en un toxicomane fonctionnel. Il prenait des pilules en quantités industrielles, écrit Frattini, et la corrélation entre les périodes de plus forte médication et les décisions stratégiques les plus désastreuses est statistiquement suggestive, bien qu'impossible à prouver comme une causalité. Plusieurs membres du cercle intime d'Hitler, interrogés après la guerre pour le livre The Bunker de l'historien James O'Donnell, ont affirmé que Morel possédait une quantité significative d'actions dans une société pharmaceutique qui commercialisait un produit frauduleusement présenté comme de la pénicilline ou de la sulfa. Si cela est vrai, le médecin non seulement administrait à Hitler des substances aux effets imprévisibles sans qu'il en ait pleine connaissance, mais il tirait un bénéfice économique de ce processus. Le destin des actifs de cette société pharmaceutique après la guerre n'a jamais été tracé de manière exhaustive. Il y a une image dont les survivants du bunker de Berlin se sont souvenus pendant des décennies, beaucoup d'entre eux avec une précision visuelle extraordinaire. La main gauche d'Hitler, tremblante du tremblement lent et rythmique caractéristique du Parkinson au repos qu'il cachait sous la table pendant les conférences de l'état-major. Parfois, il posait sa main droite dessus pour la bloquer. D'autres fois, il s'asseyait le bras gauche collé au corps, immobile par rigidité musculaire, non par discipline. Bernd Freytag von Loringhoven, qui a assisté à des douzaines de ces conférences entre juillet 1944 et fin avril 1945 en tant qu'aide de camp du général Heinz Guderian, a décrit dans ses mémoires « Dans le bunker » avec Hitler, un homme qui à 55 ans paraissait 30 ans de plus, qui marchait voûté, qui traînait le pied gauche et dont la voix avait perdu la puissance qui avait hypnotisé des millions d'Allemands. Ellen Gables, neurologue à l'Université de Cologne, a publié à la fin des années 80 une analyse exhaustive des enregistrements vidéo disponibles d'Hitler, en comparant la progression de ses symptômes moteurs avec les schémas cliniques de la maladie de Parkinson. Sa conclusion, soutenue par un large spectre de la communauté neurologique internationale, a été que Hitler souffrait selon toute vraisemblance de la maladie de Parkinson. Les symptômes documentés, tremblement de repos unilatéral de la main gauche, bradykinésie, rigidité musculaire, démarche caractéristique, s'ajustent au tableau clinique de la maladie avec une cohérence que la plupart des spécialistes ont trouvée convaincante. Le neurologue Raghav Gupta, dans un article publié dans la revue World Neurosurgery, est allé plus loin. Si les premiers symptômes moteurs d'Hitler sont visibles, comme le suggèrent plusieurs témoignages dès 1933, alors Hitler a gouverné la majeure partie du Troisième Reich avec une maladie dégénérative du système nerveux central qui détériorait progressivement non seulement sa fonction moteur, mais aussi ses capacités cognitives. Le Parkinson, dans ses phases avancées, est associé à l'impulsivité, la rigidité mentale, l'incapacité à modifier des décisions déjà prises et, dans certains cas, à des hallucinations. La recherche publiée dans Dialnet sur la maladie de Parkinson d'Hitler et son influence sur la Seconde Guerre mondiale, réalisée par un médecin et historien espagnol, avance que les symptômes visibles dès 1937 à 1938
ont pu amener Hitler à avancer son calendrier d'expansion militaire par crainte que sa détérioration physique ne progresse avant qu'il ne puisse accomplir ses objectifs. Mais c'est là que réside la complication méthodologique centrale. Le cocktail pharmacologique que Morel lui a administré pendant des années aurait pu produire des symptômes moteurs similaires à ceux du Parkinson par des mécanismes complètement différents. Le Pervitin, méthamphétamine, produit à long terme une détérioration dopaminergique dans les ganglions de la base, les mêmes circuits cérébraux affectés par le Parkinson. Le caudal, opiacé, peut causer de la rigidité musculaire et de la bradykinésie. Les barbituriques altèrent le contrôle moteur et le sevrage brutal de n'importe laquelle de ces substances pendant les périodes où les bombardements alliés de 1944 interrompaient l'approvisionnement pharmaceutique produit un syndrome de manque avec des tremblements et une rigidité caractéristique. Le médecin spécialiste qui a participé au blog Neurofriendly souligne une donnée spécifique. Le tremblement d'Hitler était unilatéral, seulement la main gauche, ce qui est caractéristique du Parkinson, mais pas du syndrome de sévrage, lequel affecterait les deux membres de manière égale. Ce détail anatomique est l'argument le plus solide en faveur du diagnostic de Parkinson comme affection primaire, bien qu'il n'exclut pas que la médication de Morel l'ait exacerbée. L'analyse d'ADN de 2025 a en outre identifié la mutation dans le gène PROK2 associée au syndrome de Kallmann. Cette mutation peut causer non seulement la cryptorchidie déjà mentionnée, mais aussi des déficits dopaminergiques lors du développement, ce qui rendrait l'individu potentiellement plus susceptible au Parkinson à l'âge adulte. Turi King, la généticienne responsable de l'analyse, a pris soin de souligner les limites de cette inférence. La génétique identifie des vulnérabilités, pas des destins. La question qu'aucun diagnostic rétroactif ne peut résoudre avec certitude est de savoir quelle part de la catastrophe des 3 dernières années de la guerre a été le produit de la maladie neurologique d'Hitler, quelle part a été l'effet des drogues de Morel et quelle part a été le résultat d'un esprit qui avait toujours fonctionné de cette manière et qui ne pouvait simplement plus le dissimuler. Le 30 avril 1945, approximativement à 15h30 selon les témoignages les plus constants, Adolf Hitler s'est suicidé dans sa chambre privée du Führerbunker. Son aide de camp Otto Günsch et l'assistant personnel Heinz Ling ont transporté les corps d'Hitler et d'Eva Braun dans le jardin de la chancellerie, suivant les instructions que le Führer lui-même avait données quelques heures plus tôt. Ils les ont arrosés d'essence, on calcule entre 180 et 200 litres, et les ont brûlés. Le jardin, bombardé constamment par l'artillerie soviétique, était recouvert de cratères. La fumée en était une parmi tant d'autres qui couvraient Berlin cet après-midi-là. Jusqu'à ce point, il existe un consensus solide parmi les historiens, basé sur de multiples témoignages convergents de personnes présentes sur les lieux. Le problème commence avec ce que les Soviétiques ont trouvé et ce qu'ils en ont fait dans les jours et les semaines qui ont suivi. Les premières unités du SMERSH, le service de contre-espionnage de l'Armée rouge, sont arrivées dans le jardin de la chancellerie le 5 mai 1945 et ont commencé à fouiller les cratères. Elles ont récupéré les restes calcinés de plusieurs corps. Le 11 mai 1945, les odontologues légistes soviétiques ont comparé une partie d'une mâchoire inférieure avec les dossiers du dentiste Hugo Blaschke et les témoignages de son assistante Kate Reusermann qui a identifié le travail dentaire, plusieurs couronnes et bridges spécifiques comme étant celui d'Adolf Hitler. Fritz Echtmann, le prothésiste dentaire qui avait fabriqué certaines de ces prothèses, a corroboré l'identification. Les Soviétiques avaient la certitude dentaire de la mort d'Hitler dès le mois de mai 1945, mais Staline ne voulait pas que cela se sache. À la conférence de Potsdam en juillet 1945, lorsque Churchill et Truman lui ont demandé directement s'il avait des nouvelles de l'endroit où se trouvait Hitler, le dirigeant soviétique a répondu qu'il croyait qu'Hitler vivait en Espagne ou en Argentine.
C'était de la désinformation délibérée. Le maréchal Gueorgui Zhoukov avait déclaré publiquement le 9 juin 1945, sur ordre de Staline, que le sort d'Hitler était inconnu. 68% des Américains sondés ce mois-là croyaient qu'Hitler était encore vivant. En octobre 1945, le journal France Soir a cité l'ambassadeur nazi dans la France de Vichy, Otto Abetz, affirmant qu'Hitler n'était pas mort. L'appareil de désinformation a fonctionné exactement comme Staline l'avait prévu. Les restes identifiés ont été transférés en secret. D'abord dans une zone boisée à Magdebourg, dans la zone d'occupation soviétique, où ils ont été enterrés dans la cour d'une caserne sans aucune marque. Ils y sont restés jusqu'en 1970, moment où le président du KGB, Yuri Andropov, a ordonné de les exhumer, de les brûler dans un incinérateur et de disperser les cendres dans la rivière Biederitz, un affluent de l'Elbe. L'ordre a été exécuté le 4 avril 1970. La raison invoquée: empêcher que le lieu de sépulture ne devienne un site de pèlerinage néo-nazi. Le 30 mai 1946, des agents du MVD avaient trouvé un fragment de crâne dans le cratère du jardin où Hitler avait été initialement enterré. L'os pariétal gauche, perforé d'un orifice compatible avec une blessure par balle de sortie. Cette pièce a été conservée dans les archives soviétiques, cataloguée de manière erronée pendant des décennies, redécouverte dans les archives d'État de Russie en 1993 et soumise à une analyse légiste en 2008 par l'archéologue Nick Bellantoni de l'État du Connecticut. Son rapport a été publié dans le Journal of Forensic Science en 2009 et a produit l'une des révélations les plus troublantes de l'affaire. L'os était trop fin pour correspondre à un homme adulte, les sutures crâniennes suggéraient une personne de moins de 40 ans, et l'analyse d'ADN réalisée sur un petit fragment a confirmé que le crâne était celui d'une femme. L'impact médiatique a été énorme et a nourri toutes les théories du complot imaginables. Mais l'interprétation la plus probable, selon l'historien Giulio B. Muti dans La Ultima Guarida de Hitler 2025 et les analyses historiques ultérieures, est plus prosaïque. Ce fragment de crâne appartenait à une autre personne, probablement à Eva Braun ou à l'un des autres morts du jardin de la Chancellerie. La chaîne de traçabilité soviétique était tellement chaotique, différents départements de l'appareil de sécurité soviétique entrant en compétition, ordres contradictoires, matériel mélangé, que la confusion des restes était virtuellement inévitable. En 2018, le professeur Philippe Charlier de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, en France, a obtenu l'accès à la mâchoire inférieure conservée dans les archives russes et l'a soumise à une analyse légiste complète, incluant la microscopie électronique et l'analyse élémentaire. Son rapport, publié dans l'European Journal of Internal Medicine, a été catégorique. La morphologie dentaire, les prothèses spécifiques, les traitements odontologiques enregistrés et la composition chimique coïncidaient avec toute la documentation dentaire préalable d'Hitler. Entre les dents, il a trouvé des particules de verre bleuté compatibles avec des fragments d'une capsule de cyanure. Charlier a déclaré sans ambiguïté « Les dents sont authentiques, il n'y a aucun doute. Notre étude prouve qu'Hitler est mort en 1945. » Mais la chaîne de traçabilité rompue entre 1945 et 2018, avec des décennies de désinformation soviétique délibérée, plusieurs transferts de restes, une incinération en 1970 et un fragment de crâne qui s'est révélé être celui d'une femme, a laissé une zone d'ambiguïté qu'aucune analyse ultérieure n'a pu refermer totalement pour le grand public. Et cela, en soi, fait partie du mystère. Les témoins oculaires présents dans le bunker, parmi lesquels l'SS Obersturmbannführer Otto Günsch, le Sturmbannführer Heinz Ling, la secrétaire Traudl Jung et le dernier opérateur radio, l'SS Hauptsturmführer Rochus Mich, ont déclaré de manière convergente que Hitler s'était tiré une balle dans la tempe droite tout en mordant une capsule de cyanure. Mais les détails divergent sur des points qui ne sont pas mineurs. Günsch, qui attendait en dehors de la pièce et est entré en entendant le coup de feu,
a décrit Hitler penché en avant sur la table avec un trou à la tempe droite. Lange s'est rappelé que le corps était dans une posture légèrement différente. La secrétaire Jung n'était pas présente au moment du suicide. Et Mich, lors d'entretiens accordés jusqu'à quelques années avant sa mort en septembre 2013, a constamment déclaré qu'il n'avait jamais entendu de coup de feu, qu'il n'avait appris la mort que par les mouvements des personnes dans le couloir. Pistolet utilisé, un Walther PPK calibre 7,65 mm. Cette arme, qui aurait été la preuve balistique centrale de n'importe quelle enquête légiste, n'a jamais été récupérée. Plusieurs objets du bunker ont disparu dans le chaos des derniers jours et lors de l'occupation soviétique. Sur le canapé de la chambre d'Hitler, les agents du SMERSH ont trouvé une tache de sang qui a été analysée. En 2025, cette analyse a fait partie du projet d'ADN de Turi King pour Channel 4, qui a confirmé la présence de matériel génétique masculin présentant les caractéristiques du profil identifié dans les restes dentaires. Staline, comme cela a déjà été mentionné, préférait la version du cyanure exclusif. Dans le récit officiel soviétique de 1945, Hitler était mort empoisonné, comme un lâche. Les témoignages qui pointaient vers le coup de feu étaient ignorés ou contredits. Les médecins légistes soviétiques qui ont réalisé l'autopsie en mai 1945, d'après le livre de Lev Bezymensky publié en 1968, avec des informations officielles du Kremlin, n'ont trouvé que des restes de cyanure et ont conclu que tous deux, Hitler et Eva Braun, étaient morts empoisonnés. Cette version ne concordait pas avec ce qu'avaient déclaré une dizaine de témoins oculaires. L'analyse de Charlier en 2018 a tenté de trancher la question. Entre les dents du fragment de mâchoire, il a identifié des particules de verre bleuté compatibles avec le bris d'une ampoule de cyanure mordue. Cela confirmait que la capsule avait été utilisée. Mais les données étaient également compatibles avec la combinaison d'une prise de cyanure et d'un coup de feu simultané, qui est la version que la plupart des historiens, y compris Ian Kershaw, considèrent comme la plus probable. Hitler a mordu la capsule et a actionné en même temps la détente du Walther PPK pour ne rien laisser au hasard. Dans ce scénario, la cause directe de la mort aurait été la balle, le cyanure servant de mesure de certitude supplémentaire. Mais la balle n'a jamais été retrouvée. Les restes du crâne, incinérés en 1970 et dispersés dans la Biederitz, n'existent plus. Le pistolet n'a jamais été récupéré. Le dossier soviétique de l'autopsie, classé pendant des décennies, contient des contradictions internes que ses propres compilateurs ont reconnues. Le mode exact de la mort d'Adolf Hitler, 80 ans plus tard, reste techniquement un sujet de débat entre spécialistes légistes. En 1943, l'Office des services stratégiques des États-Unis, OSS, prédécesseur de la CIA, a chargé le psychanalyste Walter C. Langer d'élaborer un profil psychologique d'Adolf Hitler qui puisse être utile pour prédire son comportement et concevoir des stratégies contre lui. Le rapport qui en a résulté, intitulé A Psychological Analysis of Adolf Hitler, His Life and Legend, a été complété avec la collaboration de plusieurs psychologues spécialisés, dont Henry Murray de Harvard, et classé confidentiel jusqu'en 1968, date à laquelle il a été publié sous forme de livre sous le titre The Mind of Adolf Hitler. Les conclusions du rapport de Langer incluaient des hypothèses qui ont mal vieilli. Que Hitler était probablement homosexuel, possiblement impuissant et coprophile. Ces affirmations, formulées sans preuve directe et basées sur des témoignages de seconde main souvent biaisés par l'esprit politique du moment, ont été critiquées par la plupart des historiens ultérieurs. Ron Rosenbaum, dans son livre Explaining Hitler, 1998, les a qualifiées de « spéculations psychanalytiques sans soutien empirique ». Mais le problème ne vient pas des conclusions spécifiques du rapport de Langer. Le problème est qu'en 80 ans de recherches historiques, médicales et psychologiques, personne n'a pu proposer un diagnostic psychiatrique d'Adolf Hitler qui soit simultanément compatible avec l'ensemble des preuves disponibles et acceptées par le consensus académique.
Le catalogue de diagnostics proposé au fil des décennies est extraordinaire par son étendue et par ses contradictions internes. On a proposé personnalité paranoïaque, narcissisme malfaisant, trouble de la personnalité schizoïde, schizophrénie avec paranoïa et mégalomanie, psychopathie hystérique, trouble de la personnalité limite, trouble de stress post-traumatique consécutif au combat de la Première Guerre mondiale et neurosyphilis avancée à partir de 1942. L'historienne Deborah Hayden, dans son livre Pox, Genius, Madness and the Mysteries of Syphilis, 2003, a proposé qu'Hitler ait contracté la syphilis à un moment donné dans sa jeunesse et que la maladie ait évolué en neurosyphilis vers 1942, produisant les accès de rage paranoïaque et l'incapacité progressive à évaluer la réalité tactique qui ont caractérisé ces dernières années de commandement. Cette hypothèse expliquerait également certains des symptômes physiques, la faiblesse, les problèmes gastro-intestinaux, certains schémas comportementaux que le Parkinson ne couvre pas complètement. Mais il n'existe pas de preuves sérologiques directes de syphilis chez Hitler et l'hypothèse reste spéculative. Ian Kershaw, dans sa monumentale biographie en 2 volumes publiés entre 1998 et 2000, a délibérément rejeté l'approche psychopathologique. Son argument est méthodologique et a eu une grande influence. Expliquer Hitler à travers la psychiatrie individuelle transforme un phénomène historique collectif en un problème clinique personnel, et c'est une réduction qui obscurcit plus qu'elle n'éclaire. L'Holocauste n'a pas été possible parce que Hitler était fou. Il a été possible parce que des dizaines de milliers de personnes parfaitement fonctionnelles du point de vue psychiatrique ont exécuté ses ordres avec une efficacité bureaucratique. La pathologie du nazisme était systémique, non individuelle. Mais il y a un aspect de la psychologie d'Hitler qu'aucune approche historique n'a réussi à expliquer de façon satisfaisante. Sa capacité à fonctionner de manière extraordinairement efficace dans certains domaines tout en étant simultanément catastrophique dans d'autres. Le même homme qui, en 1940, a conçu le plan de guerre contre la France qui a humilié l'armée ayant résisté pendant 4 ans lors de la Grande Guerre, a pris en décembre 1941 la décision de déclarer la guerre aux États-Unis 4 jours après Pearl Harbor, sans aucune obligation de le faire et contre toute logique stratégique. Le même homme qui pouvait retenir de mémoire les détails techniques de douzaines de modèles de chars et d'avions, a cru sincèrement, jusqu'à la fin, que des armées qui avaient cessé d'exister pouvaient sauver Berlin. Cette coexistence d'une capacité analytique spécifique et d'un effondrement cognitif global dans d'autres domaines est ce que les psychiatres appellent une dysfonction exécutive sélective. Elle peut être le produit du Parkinson, de l'addiction à de multiples substances, de la neurosyphilis, d'un trouble de la personnalité préexistant ou de plusieurs de ces conditions superposées. La psychiatrie moderne ne dispose pas d'un diagnostic qui intègre cette combinaison spécifique de manière cohérente, d'autant plus que le sujet est mort depuis 80 ans et n'a jamais été soumis à une évaluation clinique directe. Angela Maria, Gélie. Robal est née le 4 juin 1908 à Linz, ville natale d'Hitler, fille de sa demi-sœur Angela. Elle avait 16 ans lorsqu'elle a commencé à vivre avec son oncle, Hitler en avait 35, vers 1924, d'abord à Munich, puis dans l'appartement du numéro 16 de la Prinzregentenplatz, dans le centre de la ville, qu'Hitler a loué en 1929 pour loger sa nièce pendant qu'elle était censée étudier la médecine à la Ludwig-Maximilians-Universität. La relation a été décrite de manière constante par des contemporains comme une relation tourmentée, étouffante et marquée par la jalousie obsessive d'Hitler. Après que Gélie a eu une liaison avec Emil Maurice, le chauffeur personnel d'Hitler, ce dernier a renvoyé Maurice immédiatement. Il a ordonné que Gélie ne sorte pas de l'appartement sans surveillance, que quelqu'un du parti l'accompagne toujours, au cinéma, faire des courses, n'importe où. Lorsqu'elle a exprimé le désir de se rendre à Vienne pour poursuivre ses cours de chant, Hitler le lui a interdit. Otto Strasser, rival interne de l'aile gauche du NSDAP et ennemi personnel d'Hitler, a publié des années plus tard que Gélie lui avait confié personnellement qu'Hitler lui demandait de faire des choses simplement répugnantes,
une affirmation que les historiens ont débattue mais que Kershaw, dans sa biographie, a qualifiée de cohérente avec les schémas de comportement que d'autres sources suggèrent également. Qu'il ait été activement sexuel ou non, le comportement d'Hitler envers Gély présente tous les traits d'une forte dépendance sexuelle, ou du moins latente. Le 18 septembre 1931, après une violente dispute au cours de laquelle Hitler a refusé de l'autoriser à se rendre à Vienne, il est parti pour Nuremberg afin d'assister à une réunion du parti. Le lendemain, le 19 septembre 1931, Gély a été retrouvée morte dans sa chambre de l'appartement. Elle présentait une blessure par balle au poumon. Le pistolet était le Walther de son oncle. La lettre qu'elle avait commencé à écrire la veille au soir était sur le bureau, incomplète. Personne n'avait entendu le coup de feu. La version officielle a été le suicide. La police de Munich, dont les enquêtes se sont retrouvées sous le contrôle du parti nazi en pleine ascension, a clos l'affaire en quelques jours. Aucune autopsie publique n'a été réalisée. Les rapports de police originaux ont présenté des irrégularités que plusieurs chercheurs ultérieurs ont soulignées. La presse de Munich, qui dans les jours suivants a qualifié l'affaire de « sujet mystérieux », a été réduite au silence par des pressions que le romancier Fabiano Massimi a documentées dans sa recherche pour L'Ange de Munich, 2020. Hermann Göring a déclaré lors des procès de Nuremberg qu'avec la mort de Gély, Hitler avait perdu la dernière goutte d'humanité qui lui restait. Heinrich Hoffmann, photographe personnel et témoin privilégié, a affirmé que la chambre de Gély au Berghof avait été conservée comme un sanctuaire, avec des fleurs fraîches et des portraits d'elle jusqu'à la fin du régime. Eva Braun a fait la connaissance d'Hitler par l'intermédiaire de Hoffmann en 1929, alors qu'elle avait 17 ans et travaillait comme assistante dans son studio photographique. Elle a commencé sa relation officielle avec Hitler quelques mois après le suicide de Gély. En août 1932, Braun a tenté de se suicider en se tirant une balle dans la poitrine avec le pistolet de son père. Elle a survécu. En mai 1935, elle a fait une seconde tentative avec des somnifères, également infructueuses. La relation a été tenue secrète pendant plus de 12 ans. Le public allemand n'a pas appris l'existence d'Eva Braun avant la fin de la guerre. La vie sexuelle d'Hitler au sein de cette relation est, comme l'a souligné l'historienne Heike Gertemacher dans Eva Braun, dans l'intimité du Führer, 2010, essentiellement inconnue. En 1943, Eva est allée voir l'architecte Albert Speer, visiblement perturbé, et lui a dit qu'Hitler lui avait avoué qu'il n'était plus capable d'assumer son rôle d'homme et lui avait suggéré d'en chercher un autre. Speer en a fait le récit dans ses mémoires, publiés en 1969. Le docteur Morel, pour sa part, a déclaré aux enquêteurs alliés que la vie sexuelle d'Hitler avait été normale, mais Morel était le dernier homme à dire quoi que ce soit de différent sur son patient. Le rapport de l'OSS de 1943 affirmait qu'Hitler était impuissant et coprophile. L'historien Lothar Mactan, dans The Hidden Hitler 2001, a soutenu avec une documentation circonstancielle que Hitler avait eu des relations homosexuelles pendant une partie de sa vie, en particulier pendant la période de Vienne et au cours des premières années du parti. Cette hypothèse a été rejetée par la plupart des spécialistes comme étant insuffisamment étayée. Ce qui est clair, c'est que la sexualité d'Hitler était atypique d'une manière qu'aucune analyse n'a réussi à définir avec précision. Des relations documentées, Gély Raubal, Eva Braun, quelques... En décembre 2015, l'historien allemand Peter Fleischmann a annoncé avoir trouvé dans les archives d'État de Bavière un document médical de 1923 correspondant à un examen réalisé sur Hitler après le putsch raté de la brasserie de Munich. Le document, dont l'authenticité a été vérifiée par les archivistes bavarois, mentionne une cryptorchidie du côté droit. Le testicule droit d'Hitler n'avait pas complété sa descente naturelle dans le scrotum pendant le développement fœtal.
Cette même année, les historiens Jonathan Mayo et Emma Craigie ont publié dans Hitler's Last Day, minute by minute, que Hitler souffrait en outre d'hypospadias pénien, une anomalie congénitale dans laquelle l'urètre s'ouvre sur la partie inférieure du corps du pénis au lieu de l'extrémité distale. Les personnes atteintes d'hypospadias sévère doivent uriner assises. Cette condition, selon Mayo et Craigie, était documentée dans des registres médicaux qu'ils ont consultés pour leurs recherches, bien qu'ils n'aient pas spécifié lesquels. Emma Craigie a été contrainte de donner une clarification publique au journal The Independent après que les grands titres ont mis l'accent sur l'angle le plus sensationnaliste. Elle a souligné que les documents confirmaient la position anormale de l'urètre et non la taille spécifique du pénis. L'analyse de ADN de 2025, réalisée par Turi King pour le documentaire de Channel 4, a identifié dans le matériel génétique analysé une mutation dans le gène PROK2 qui est associée au syndrome de Kallmann. Cette condition d'origine génétique produit dans sa forme complète un hypogonadisme hypogonadotropique, fonction réduite des gonades, et peut causer précisément la non-descente d'un testicule. King a déclaré « Nous ne pouvons pas affirmer avec une certitude absolue qu'Hitler était monorchide, mais la mutation est là et concorde avec la rumeur qui circule depuis des décennies. » La rumeur à laquelle King faisait référence possède sa propre histoire culturelle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les troupes britanniques chantaient une marche intitulée « Hitler has only got one ball » « Hitler n'a qu'une couille », dont personne n'a pu retracer l'origine exacte, bien que des versions populaires attribuaient de l'information à un médecin de la Croix-Rouge qui aurait traité Hitler pendant la Première Guerre mondiale. Le lien entre ces conditions physiques et les schémas comportementaux d'Hitler, la recherche compulsive de domination, l'incapacité d'intimité égalitaire, la violence comme expression du pouvoir, la compensation agressive, appartient au domaine de la psychologie spéculative et a été exploité par des auteurs de diverses tendances. Les historiens les plus rigoureux sont prudents. La relation entre conditions physiques et comportements politiques est complexe chez n'importe quelle personne, et, dans le cas d'Hitler, elle est biaisée par des décennies de mythologie et de propagande. Mais il y a une dimension du sujet qui est historique et non spéculative. Si Hitler avait connaissance de ces conditions, et il est probable qu'il le savait, étant donné qu'il a été examiné médicalement à de multiples reprises tout au long de sa vie, cette conscience a pu influencer certains comportements documentés. La dissimulation systématique d'Eva Braun, le refus de se marier pendant plus d'une décennie, la relation avec Jelly Raubal plutôt qu'avec une femme de son âge, le contrôle obsessif sur les personnes les plus proches. Rien de tout cela ne peut être prouvé de manière causale. Mais la coïncidence des facteurs est suffisamment frappante pour que les chercheurs continuent de se poser la question. À partir de 1937 environ, avec des exceptions documentées, Adolf Hitler a éliminé la viande de son alimentation et a adopté l'abstinence d'alcool et de tabac comme habitude déclarée. La propagande nazie a construit sur cette image un récit de pureté et d'ascétisme que la revue Pensée Nouvelle a résumé ainsi dans un article de 1938. « Sais-tu que ton Führer est végétarien et qu'il ne mange pas de viande en raison de son attitude générale à l'égard de la vie et de son amour pour le monde animal ?» L'image publique était celle d'un homme qui s'était élevé au-dessus des besoins matériels ordinaires. La réalité était plus complexe et plus humaine, et elle est documentée par de multiples sources. La cuisinière Dionne Lucas, qui a servi Hitler à plusieurs reprises avant la guerre, a affirmé dans ses mémoires que son plat préféré était le pigeon farci. Les livres de cuisine du Berghof, la résidence alpine d'Hitler près de Berchtesgaden, enregistrant des commandes de Leberknödel, les quenelles de foie de veau de la cuisine bavaroise. Heinrich Hoffmann, son photographe personnel et ami depuis des décennies,
a décrit qu'Hitler mangeait ses croquettes chaque fois qu'il lui en préparait. Et plusieurs témoignages du cercle intime rapportent que lors des nuits d'insomnie, qui étaient fréquentes, Hitler parcourait le garde-manger du bunker ou de la chancellerie à la recherche de sucreries, de tartes aux pommes aux noix et raisins secs, ou de friandises qu'il accumulait discrètement. Le végétarisme d'Hitler était donc inconsistant avec les faits. L'historien Ian Kershaw, dans sa biographie, l'a qualifié de bizarre et informel. Mais le véritable mystère n'est pas l'inconsistance diététique, mais la cause médicale de ce végétarisme tardif. L'historien et médecin Henrik Eberle, aux côtés du professeur Joachim Neumann dans leur livre « Hitler était-il malade ?», ont documenté que Hitler souffrait de troubles intestinaux graves et récurrents qui se sont aggravés progressivement à partir de 1936. Flatulences extrêmes, coliques abdominales sévères, épisodes d'alternance entre diarrhée et constipation qui l'incapacitaient parfois pendant des heures. Morel a traité ces troubles avec une combinaison d'extraits intestinaux, de préparation de bactéries, d'atropine, un composé anticholinergique qui, à forte dose, est toxique, et de divers remèdes propriétaires dont les ingrédients n'ont jamais été complètement identifiés. Pourquoi Hitler a-t-il développé des troubles digestifs aussi sévères? Les hypothèses documentées incluent le stress chronique extrême, les dommages accumulés par la médication de Morel pendant des années, plusieurs des composés administrés ayant des effets indésirables gastro-intestinaux connus, la progression possible de la maladie de Parkinson, qui affecte le système nerveux autonome, y compris la motilité intestinale, et la neurosyphilis proposée par Deborah Hayden. Le biographe allemand Joachim Fest a souligné que Hitler décrivait son propre corps avec un dégoût croissant au cours des dernières années, comme s'il sentait qu'il le trahissait. Il y a une donnée que l'analyse diététique des livres du Berghof et du Führerbunker révèle de manière indirecte. Au cours des derniers mois de la vie d'Hitler, son régime s'est réduit à du bouillon de légumes, de petites portions de spaghettis et occasionnellement du thé. Un homme qui, en 1939, pouvait prendre un dîner complet de plusieurs heures avec ses invités à la chancellerie, en 1945 ingérait à peine de quoi se tenir debout. Cette progression physique, combinée à la médication de Morel et à la maladie de Parkinson possible, dresse le portrait d'un organisme en effondrement accéléré qu'aucun médecin de l'époque n'a pu ou n'a voulu aborder avec honnêteté diagnostique. Le matin du 19 septembre 1931, lorsque les employés de l'appartement du numéro 16 de la Prinzregentenplatz à Munich ont forcé la porte de la chambre de Geli Roubal parce que personne n'avait répondu aux appels, ils ont trouvé la jeune femme de 23 ans allongée sur le sol. Elle présentait une blessure par balle au poumon. Le pistolet Walter G35 de son oncle Adolf Hitler était à côté d'elle. Sur le bureau, une lettre interrompue adressée à une amie à Vienne, qui n'avait jamais été terminée. Personne dans l'appartement n'avait entendu le coup de feu. La police de Munich a été convoquée. L'affaire a été déclarée comme un suicide. Aucune autopsie complète avec les garanties d'une enquête indépendante n'a été réalisée. Les rapports de police existants ont été partiellement altérés ou supprimés selon des recherches ultérieures recueillies par le romancier Fabiano Massimi dans sa documentation exhaustive pour l'Ange de Munich 2020. Le parti nazi, qui en 1931 était en pleine ascension et avait besoin de protéger son leader de tout scandale qui pourrait le compromettre, a mobilisé son influence sur la presse et la police bavaroise pour clore l'affaire rapidement. Il y a des données que les historiens ont identifiées comme anormales. La première, Hitler était en route pour Nuremberg lorsque Geli est morte. Il a été intercepté et est revenu à Munich. Dans les heures précédant son départ, ils avaient eu une violente dispute au sujet du voyage de Geli à Vienne. La deuxième, la lettre interrompue sur le bureau. Une personne qui projette de se suicider
ne laisse généralement pas une lettre à moitié rédigée adressée à une amie sur un sujet quotidien. La troisième, la position du tir, au poumon et non à la tête, est inhabituelle pour un suicide. La quatrième, le nez de Gelly montrait, selon certains récits non vérifiés, des indices d'avoir reçu un coup. Cette donnée, si elle était exacte, impliquerait une violence physique avant le tir. Mais l'autopsie originale n'existe pas pour le confirmer ou le réfuter. La version d'Otto Strasser, publiée dans ses mémoires et reprise par plusieurs biographes d'Hitler, affirme que Gelly lui avait confié, peu avant sa mort, qu'elle voulait s'éloigner d'Hitler définitivement, qu'elle ne pouvait plus supporter la jalousie obsessive, le confinement, les exigences. Si cela est vrai, et Strasser était un ennemi politique d'Hitler ayant ses propres raisons d'exagérer, la dispute du 18 septembre a pu être plus explosive que ce que la version officielle ne reconnaît. Ce qui est documenté de manière constante, c'est l'effet de la mort de Gelly sur Hitler. Pendant des jours, il a été incapable de fonctionner. Ses assistants ont craint qu'il ne se suicide lui aussi. La chambre de Gelly au Berghof a été conservée exactement comme elle l'avait laissée, avec ses affaires intactes, des fleurs fraîches et des portraits, jusqu'à la fin du régime en 1945. Hitler a fait accrocher des portraits de Gelly tant dans son appartement de Munich que dans son bureau de la chancellerie à Berlin. Il a affirmé à plusieurs reprises à des personnes de son cercle le plus intime que Gelly avait été la seule femme qu'il avait aimée dans sa vie. Pour la police de Munich, en 1931, l'affaire était un suicide. Pour la plupart des historiens aussi, bien qu'avec des réserves sur les circonstances exactes. Pour certains chercheurs, parmi lesquels figurent Fabiano Massimi et plusieurs auteurs qui ont examiné les archives disponibles, les preuves sont suffisamment anormales pour laisser la question ouverte. La documentation complète n'a jamais été disponible, ne le sera jamais, et cela fait de la mort de Gelly Raubal l'un des mystères les plus personnels et les plus sombres de la vie d'Hitler. Alois Hitler est mort le 3 janvier 1903 à Leonding, près de Linz, d'une crise cardiaque alors qu'il prenait son café du matin dans une taverne locale. Adolf avait 13 ans. La nouvelle est arrivée à l'école dans la matinée. Le père avait 65 ans et avait été inspecteur des douanes à Braunau am Inn, puis à Linz et dans d'autres destinations tout au long de sa carrière. Il était connu dans les cercles locaux pour son tempérament fort, son ambition sociale et son amour pour les chiens et les abeilles. Également pour sa distance émotionnelle avec ses enfants et, selon plusieurs témoignages recueillis par des biographes, pour les châtiments corporels. Dans Mein Kampf, Hitler a décrit son père avec un mélange étrange de distance bureaucratique et de respect officiel. Il raconte les disputes sur sa vocation artistique. Le père voulait qu'il suive une carrière de fonctionnaire, comme lui, sans mentionner d'affection dans aucune direction. Il décrit comment il a fait exprès d'échouer dans toutes les matières, sauf le dessin pour forcer la main de son père, et comment Alois a également refusé de céder. Le ton est celui d'une rivalité de volonté, non celui d'une relation émotionnelle. Le mot « amour » n'apparaît pas en relation avec le père. L'historien John Toland, dans sa vaste biographie Adolf Hitler, 1976, a recueilli les témoignages de voisins de Haffeld et de Leonding qui se souvenaient d'avoir entendu les cris du jeune Adolf pendant les raclées. La psychologue Alice Miller, dans C'est pour ton bien, Racine de la violence dans l'éducation de l'enfant, 1980, a utilisé le cas d'Hitler comme exemple central de ce qu'elle appelait la pédagogie noire. Le schéma d'éducation autoritaire et humiliante qui produit chez l'enfant, selon sa théorie, une structure psychologique d'autoritarisme qui se reproduit à l'âge adulte. L'argument de Miller, bien qu'influent dans la psychologie populaire, a été critiqué par les historiens comme étant simplificateur et tendant à réduire des phénomènes historiques complexes à des traumatismes individuels. Ce qui fait de ceci un mystère spécifique, c'est que les témoignages sur la relation entre Alois et Adolf Hitler sont presque tous de seconde main, remémorés par des personnes qui, à l'époque, étaient enfants ou très jeunes et recueillis des décennies après les faits. Hitler lui-même n'a jamais parlé publiquement de son père avec la franchise émotionnelle nécessaire pour comprendre ce qui s'est passé entre eux.
Et les documents de la vie familiale à Hafeld, à Passau, à Lambach et à Leonding sont fragmentaires. Une donnée mineure mais significative. Lorsque Alois Hitler est mort, Adolf n'a pas montré le deuil auquel on s'attendrait. Plusieurs témoignages de l'époque soulignent que la mère a été celle qui a éclaté en sanglots, tandis que le fils aîné est resté impassible. Des années plus tard, dans des conversations privées recueillies par ses secrétaires et collaborateurs, Hitler a parlé de sa mère avec une affection qui n'apparaît dans aucune référence à son père. L'influence formatrice d'Alois Hitler sur la psychologie de celui qui allait devenir Adolf Hitler est, paradoxalement, le chapitre le plus sombre d'une biographie qui comporte trop de chapitres sombres. Adolf Hitler est né dans une famille catholique pratiquante à Braunau am Inn, ville située sur l'Inn à la frontière austro-bavaroise, le 20 avril 1889. Il a été baptisé le lendemain. Dans sa jeunesse, il a été enfant de chœur à l'abbaye bénédictine de Lambach. Dans Mein Kampf, il a utilisé l'expression « la Providence » avec une fréquence que ses biographes ont analysée en détail. Elle apparaît plus de 40 fois dans le texte, toujours comme une force qui l'avait choisi, qui le guidait, qui le protégeait. Dans ses discours publics, le ton était de manière constante messianique. Dans son discours du 30 janvier 1939 au Reichstag, il a parlé du nazisme comme de l'accomplissement d'un dessein historique qui dépassait les hommes individuels. Mais en privé, d'après Libre propos sur la guerre et la paix, dicté par Hitler lui-même à Martin Bormann entre juillet 1940 et novembre 1944 pendant les repas au quartier général de la Tanière du Loup et dans d'autres lieux, le ton était radicalement différent. Hitler a qualifié le catholicisme de « plus grande escroquerie de l'histoire » et a prédit que, mais après la guerre, le Troisième Reich mettrait fin à l'influence de l'Église en Allemagne. Il a décrit le christianisme comme un instrument d'affaiblissement racial, une imposition orientale sur l'esprit germanique. Il a parlé du pape avec un mépris qui contrastait violemment avec le langage public des concordats diplomatiques. En quoi croyait alors Hitler si ce n'était pas dans le catholicisme qu'il professait publiquement? La réponse n'est pas simple et il n'y a probablement pas une seule réponse. Hitler était un lecteur passionné de théories raciales pseudo-scientifiques. Il a connu et assimilé les idées de Houston Stewart Chamberlain, dont l'œuvre La Genèse du XIXe siècle, 1899, soutenait la supériorité raciale aryenne à partir d'un impressionnant appareil pseudo-historique, et d'Arthur de Gobineau. Ces lectures, combinées à l'atmosphère culturelle viennoise du début du XXe siècle, saturée d'occultisme, d'ésotérisme et de théories sur les races perdues, ont formé sa vision du monde à un stade précoce. Le lien du nazisme avec des sociétés ésotériques est un fait historique partiel. La société Thule, fondée à Munich en 1918 par Rudolf von Sebottendorf, croyait en l'origine arctique de la race germanique et pratiquait des rituels d'inspiration nordique. Plusieurs de ses membres ont fondé le Parti ouvrier allemand dont est né le NSDAP. Anton Drexler, Rudolf Hess et Alfred Rosenberg ont été membres de Thule. Mais Hitler n'a jamais été membre de la société Thule et, une fois au pouvoir, il l'a interdite. Dans l'une de ses déclarations recueillies par plusieurs témoins, il a dit explicitement « J'ai déjà interdit fermement toutes ces sottises à plusieurs reprises, toutes ces histoires de lieux de Thing, de solstice, du serpent de Midgard. » La défiance était réelle. Celui qui était le véritable passionné d'ésotérisme au sein de la direction nazie était Heinrich Himmler, Reichsführer SS. Himmler a fondé en 1935 l'Ahnenerbe, héritage des ancêtres, une organisation comptant 43 départements différents consacrés à l'étude du folklore germanique, de la préhistoire aryenne, des runes et de l'occultisme. Il a financé Otto Rahn dans ses expéditions dans les Pyrénées à la recherche du Saint Graal parmi les ruines des Cathares à Montségur. Il a ordonné l'expédition scientifique au Tibet du biologiste Ernst Schäfer entre avril 1938 et mai 1939, qui est revenu avec un mandala Kalachakra et un parchemin dans lequel le conseil de régence tibétain reconnaissait Hitler comme chef des Aryens. Il a réquisitionné le château de Wewelsburg à Buren, en Westphalie,
pour le transformer en centre cérémoniel de la SS, avec une salle de réunion où 12 chevaliers de la SS s'asseyaient autour d'une table ronde en chêne. Hitler tolérait tout cela. Il l'utilisait lorsque cela lui était politiquement commode, mais il ne le partageait pas. Sa vision du monde était un mélange de darwinisme social appliqué aux races, de volontarisme politique poussé à ses extrêmes logiques et d'une croyance en lui-même, en son propre génie historique, en sa propre mission, qui dépassait tout système de croyance externe. C'était cela, sa religion, lui-même. Et la seule question que la psychologie n'a pas résolue est de savoir si cette croyance était sincère ou instrumentale.